Ma sœur se tenait à la barre du tribunal, tenant la main de mon mari comme si elle avait gagné le droit d'être à ses côtés. La salle est devenue silencieuse juste avant qu'elle ne prononce ces mots, « Passe à la caisse ou efface-toi ». Sa voix n'a pas tremblé. La mienne non plus, d'ailleurs. Mes parents se sont rapprochés de son côté de l'allée, choisissant déjà leur version de la vérité. Je sentais leur regard sur moi, attendant que je craque, que j'accepte l'humiliation qu'ils avaient décidé que je méritais. Au lieu de cela, je les ai tous regardés et j'ai souri. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Les gens aiment supposer que j'ai toujours été la calme, la fille stable, la sœur fiable, la femme qui n'élevait jamais la voix sauf en cas de nécessité absolue. Et c'était peut-être vrai autrefois. J'avais construit ma vie sur la prévisibilité, sur des routines logiques. Le café du matin au même bistrot du coin. Les rapports relus avant le lever du soleil. Mes soirées passées à décompresser avec un livre plutôt que devant un écran. En gestion des opérations, l'ordre n'est pas seulement utile, c'est une question de survie. Et l'ordre était quelque chose que je comprenais profondément. Mais les familles ont une façon de réécrire qui vous êtes, même quand vous êtes là à écouter. En grandissant, Chloé était la fille qui pouvait se sortir de n'importe quoi en pleurant. Si elle laissait tomber un verre, elle pleurait. Si elle était prise en flagrant délit de mensonge, elle pleurait plus fort. Maman la prenait dans ses bras comme si elle était en sucre filé. Papa soupirait et me demandait, « Ne peux-tu pas être un peu plus douce avec ta sœur ?» C'est moi qui balayais le verre, qui réparais les dégâts, qui m'effaçais pour qu'elle puisse briller. C'est devenu notre schéma. Je nettoyais en silence. Elle brillait bruyamment. Thomas est entré dans ma vie des années plus tard, attiré par le calme que je portais comme une seconde peau. Il m'a dit un jour, « Tu rends tout solide, ancré. » Pendant longtemps, j'ai cru que cela signifiait quelque chose de sacré. Peut-être que c'était le cas jusqu'au jour où ma stabilité est devenue une arme qu'il a utilisée contre moi. La preuve que je ne ressentais pas assez, que j'étais distante, que Chloé était simplement plus expressive. C'est drôle comme les mots peuvent être adoucis pour devenir des excuses quand quelqu'un en a besoin. Le changement a été subtil au début. Des conversations chuchotées entre eux dans la cuisine quand ils pensaient que je dormais. Un rire partagé qui s'attardait un peu trop longtemps. Chloé débarquant chez nous juste pour parler, mais restant passé minuit. Thomas la défendant à tout bout de champ. Je trouvais son parfum dans notre salle de bain d'amis et je me convainquais qu'elle en avait juste trop mis. J'ouvrais le panier à linge et je voyais une chemise que je ne reconnaissais pas, et Thomas haussait les épaules comme si cela ne valait pas la peine d'en discuter. Puis sont venus les dîners de famille, ceux où maman regardait Chloé avec une chaleur qu'elle ne m'avait jamais accordée. Et papa demandait à Thomas s'il s'en sortait avec tout le stress que Camille s'imposait. Je restais assise là, ma fourchette en suspens, réalisant que l'histoire changeait et que je n'avais pas été invitée dans la salle de rédaction. Quand Chloé a annoncé sa grossesse, elle a pleuré. Bien sûr qu'elle a pleuré. Et maman l'a serrée dans ses bras si vite que cela semblait presque répété. Thomas se tenait derrière elle, une main sur son épaule. Personne ne m'a regardé, pas une seule fois. Et dans cet étrange moment suspendu, j'ai compris que la trahison n'avait pas commencé avec la liaison. Elle avait commencé bien avant, à chaque moment où ma famille choisissait la facilité plutôt que la vérité. Je n'étais pas encore en colère. Je me réveillais simplement. Les semaines suivant l'annonce de la grossesse de Chloé m'ont donné l'impression de marcher dans une maison où chaque cadre photo aurait été incliné pendant la nuit. Rien ne semblait clocher au premier coup d'œil, mais chaque détail était faux. Maman m'appelait plus souvent, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me signaler à quel point Chloé se sentait fragile. Papa suggérait que je lève le pied au travail, comme si la tension sur mes épaules avait quoi que ce soit à voir avec des tableaux Excel. Et Thomas, il jouait son rôle avec une retenue presque élégante. Il n'a jamais dit que j'étais instable. Il l'impliquait simplement avec ce ton doux et prudent que les gens utilisent lorsqu'ils montent un dossier. Elle est débordée ces derniers temps, disait-il à mes parents pendant le dîner, sachant que j'étais à portée d'oreille. C'est une période difficile, ajoutait-il en soupirant, comme si le poids de mon existence reposait entièrement sur ses épaules larges et compatissantes. Chloé hochait la tête à côté de lui, les yeux baissés juste assez pour avoir l'air inquiète, mais pas assez pour cacher sa satisfaction. Elle avait perfectionné cette performance il y a des années.
Puis l'histoire a commencé à changer. Elle a pleuré au travail, a dit Chloé à maman. Elle a agressé un serveur. Elle a oublié un rendez-vous. Rien de tout cela n'était vrai, mais la vérité ne comptait pas. Pas quand ma famille avait déjà un récit qu'elle préférait. Un soir, maman a appelé avec une voix pleine d'urgence. On s'inquiète pour toi, ma chérie. Thomas fait de son mieux, mais tu as besoin de soutien. C'était la première fois que je réalisais qu'ils avaient changé mon rôle dans le scénario familial. Je n'étais plus celle qui était stable. J'étais le problème à gérer. Le véritable tournant est arrivé dans une simple enveloppe blanche glissée sous la porte de mon appartement, une convocation au tribunal, une demande de contribution financière. Je l'ai lue 2 fois, puis une 3e, convaincue d'avoir mal compris, mais la formulation était claire. Chloé et Thomas demandaient un soutien financier, affirmant que j'étais le membre le plus stable de la famille et donc la mieux placée pour contribuer au bien-être de l'enfant qu'ils avaient conçu dans mon dos. J'ai apporté la lettre chez mes parents, espérant malgré tout entendre de l'incrédulité, de l'indignation, un soupçon de loyauté. Au lieu de cela, ils se tenaient ensemble dans le salon, l'air résolu. « Camille, a dit papa, tu es financièrement à l'aise. Tu peux aider. » Maman a croisé les bras. Ce n'est pas la faute du bébé. Ne punis pas un enfant innocent. Et quand j'ai demandé s'il comprenait ce qu'il soutenait, ce que Chloé et Thomas avaient fait, Chloé s'est avancée, une main posée protectrice sur son ventre, l'autre cherchant Thomas en arrière. « Nous construisons une famille, a-t-elle chuchoté. Tu peux soit t'aider, soit t'écarter. » C'était là, la première version de la réplique qu'elle répéterait plus tard au tribunal. Une menace déguisée en raison, un ordre enveloppé de miel. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est finalement aiguisé. La colère ne m'a pas frappé comme une vague. Elle montait de manière stable et contrôlée comme l'eau qui trouve son niveau. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste hoché la tête lentement, sentant tout se réorganiser en moi. L'histoire qu'ils écrivaient était presque terminée. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de reprendre le stylo. La nuit après que mes parents ont choisi leur camp, je suis rentrée dans un appartement qui semblait soudainement emprunté. Rien n'avait changé physiquement. La même bougie à l'eucalyptus sur le comptoir, la même pile de rapports attendant sur mon bureau. Mais l'air semblait plus rare, comme si les murs écoutaient. J'ai posé mes clés et je me suis enfin autorisée à m'asseoir par terre, les genoux serrés contre ma poitrine. Le silence pressait contre moi, froid et régulier. Ce n'était pas du chagrin. Pas encore. C'était le poids de la compréhension. Ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas induits en erreur. Ils avaient choisi l'histoire la plus facile, celle où Chloé était douce et impuissante, et où j'étais assez rigide pour porter les erreurs de tout le monde. Je suis restée là longtemps, à fixer le motif de lumière rampant sur le sol depuis le lampadaire extérieur. Finalement, ma respiration s'est calmée. L'effondrement était silencieux, contenu exactement de la manière dont ma famille s'attendait à ce que la force ressemble sur moi. Mais quelque chose a changé en dessous. Quelque chose de tranchant. Quand je me suis finalement levée, ce n'était pas pour pleurer. C'était pour travailler. J'ai sorti mon agenda, mon téléphone, mon ordinateur portable. J'ai commencé à tout passer au crible. Horaire des SMS, journaux d'appel, photos. J'ai peigné des mois de conversation, ne cherchant pas la douleur, mais des motifs. Et les motifs étaient là. Brut, bâclé, arrogant. Des messages de Thomas à Chloé à des heures où il prétendait être à l'entraînement. Chloé disant à maman qu'elle m'avait apporté le dîner le soir où j'étais en fait en déplacement professionnel. Mes parents louant Thomas pour son soutien à la famille, tandis que Chloé, dans un fil de discussion séparée, se vantait auprès d'une amie qu'elle obtenait enfin la vie qu'elle méritait. Le récit n'était pas seulement imparfait, il était fabriqué. Vers minuit, j'ai entendu frapper doucement à la porte d'Ax en grave côté. Ma voisine âgée, Madame Martin, se tenait là en pantoufles, tenant un petit plat en verre. « J'ai fait trop de soupe », a-t-elle dit. Elle disait toujours ça. Nous avons parlé un peu de la pluie et du beau temps, du trafic. Rien de lourd jusqu'à ce qu'elle hésite. « J'ai vu Thomas chez votre sœur très souvent ce printemps dernier », a-t-elle murmuré. Avant, eh bien,
avant tout ce gâchis. Je pensais que vous saviez. Ces mots n'étaient pas tranchants, mais ils ont transpercé quand même. Même le monde extérieur avait vu la vérité bien avant que ma propre famille ne l'admette. Je l'ai remercié, j'ai fermé la porte doucement et je me suis rassise avec mes notes. À 2 heures du matin, les débuts d'un plan s'étalaient sur la table de ma cuisine. Une chronologie, un ensemble de contradictions, une suite de messages et de comportements qui, seuls, signifiaient peu, mais qui ensemble peignaient l'image la plus claire que j'ai jamais vue. Chloé et Thomas n'étaient pas seulement égoïstes. Ils étaient stratégiques. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je pouvais être stratégique aussi. À l'aube, j'ai tout emballé dans un dossier. Date, capture d'écran, observation, déclaration, chaque page étant une pièce d'une histoire qu'il ne s'attendait jamais à ce que je raconte. Plus tard au tribunal, il verrait ce dossier et le prendrait pour de l'hésitation. Mais au moment où je l'ai fermé, quand mes doigts ont effleuré le bord du papier et qu'un calme s'est installé dans mes os, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le contrôle. J'ai regardé le dossier et j'ai expiré lentement. J'ai juste souri parce que maintenant, l'histoire m'appartenait. Le palais de justice sentait légèrement le vieux papier et le bois ciré. Le genre d'endroit destiné à intimider en vous rappelant combien de vies avaient été réorganisées entre ces murs. Je suis entrée, un dossier solitaire coincé sous mon bras, celui que j'avais passé des semaines à assembler. Mes talons résonnaient dans le couloir comme un métronome marquant le compte à rebours final. Chloé et Thomas étaient déjà à l'intérieur, assis ensemble à la table des requérants. Elle tenait sa main, son pouce caressant ses articulations par petits coups triomphants. Quand elle a levé les yeux et m'a vue, son sourire s'est crispé. Pas nerveuse, pas coupable, juste suffisante, la façon dont quelqu'un sourit quand il pense que la ligne d'arrivée est déjà derrière lui. Mes parents étaient assis derrière eux, penchés en avant comme pour soutenir physiquement leur récit. Maman m'a fait un signe de tête bref. Papa ne m'a pas regardé du tout. Le juge est entré et la salle s'est figée dans le silence. Nous nous sommes levés. Nous nous sommes assis. Et l'audience a commencé. L'avocate de Chloé a parlé en premier. Elle avait une voix comme du marbre poli, lisse, dure, inébranlable. Votre honneur, cette affaire est simple. L'enfant est né dans une situation familiale complexe. Madame Camille est la seule à avoir un revenu stable et une constance financière à long terme. Elle a fait partie du système de soutien, et nous demandons une contribution formelle pour assurer le bien-être du bébé. Mon souffle ne s'est pas coupé, mais mes doigts se sont légèrement resserrés sur le dossier. Chloé n'a pas regardé le juge quand l'avocate parlait. Elle me regardait comme si elle s'attendait à ce que je m'effondre sur commande. Thomas s'est éclairci la voix de façon théâtrale. Camille sait que nous essayons juste de faire ce qu'il y a de mieux. Elle sait. Elle a toujours été la responsable. Responsable, pas trahie, pas lésée, juste responsable. C'était presque drôle. Puis Chloé s'est levée. Elle a entrelacé ses doigts avec ceux de Thomas et a fait face au juge avec la lèvre inférieure tremblante. Nous ne demandons pas grand-chose, juste de l'aide. Ma sœur comprend la responsabilité familiale. Ou du moins, elle comprenait. Derrière elle, maman a murmuré en signe d'approbation, c'est vrai. Le juge s'est tourné vers moi. Madame Camille, avez-vous une réponse? C'était le moment que Chloé attendait. Le moment où elle s'attendait à ce que je craque, que je cède ou que je m'excuse pour des choses que je n'avais jamais faites. Elle attendait la sœur silencieuse, celle qui arrangeait tout, la fille qui ramassait le verre brisé pendant qu'elle se faisait consoler. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon dossier et je me suis levée. Avant de l'ouvrir, j'ai regardé directement Chloé. J'ai juste souri. Son expression a vacillé presque imperceptiblement. Puis j'ai ouvert le dossier. Votre honneur, ai-je commencé? J'ai effectivement une réponse et j'aimerais commencer par éclaircir quelques détails. J'ai posé la première page sur la table. Une impression de fil de discussion SMS, date, heure, lieu. Ceci, ai-je dit, c'est Thomas envoyant des messages à Chloé pendant ses heures de travail. Il a prétendu être au bureau des dizaines de fois sur plusieurs mois. Le juge a ajusté ses lunettes. Le visage de Chloé s'est vidé de ses couleurs. J'ai continué.
Ceci, ai-je ajouté en posant la feuille suivante, ce sont des captures d'écran de Chloé disant à ma mère que je me suis effondrée en pleurs au travail un jour où j'étais en déplacement pour une conférence à Marseille. Ici, j'ai pointé l'itinéraire horodaté. Mes parents se sont regardés. Confusion, doute, une lueur de quelque chose qui n'était plus de la certitude. Chloé a chuchoté, c'est sorti de son contexte. Je ne l'ai pas regardé. Je n'avais pas fini. Ceci, ai-je dit en faisant glisser une autre page, est une déclaration de Madame Martin, ma voisine, confirmant qu'elle a vu Thomas rendre visite à Chloé régulièrement bien avant la fin de mon mariage. Et ici, j'ai posé une autre feuille. C'est Thomas envoyant un SMS à Chloé après une de ses visites, disant « C'est mieux si Camille pense qu'on l'aide ». Un halètement est venu de quelque part derrière nous. Thomas s'est redressé brusquement. « C'est privé. » Le juge a levé la main. Asseyez-vous. J'ai rouvert mes notes et j'ai commencé à lire. J'ai dit calmement, tout le monde ici a supposé que leur histoire était la seule histoire. Ma voix n'a pas monté. Elle n'en avait pas besoin. J'ai lu les dates montrant quand Chloé avait dit à maman que j'étais instable, comparé aux images de moi donnant une présentation départementale ce même après-midi. Calme, posé, rien à voir avec le personnage qu'ils avaient peint. J'ai lu les entrées documentant chaque fois que Thomas avait dit à mes parents que j'avais été agressive ou distante, couplées avec des messages où il assurait à Chloé « ça marche ». Il pense qu'elle perd la tête. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes, mais pas de chagrin. C'était de la panique, brute et sans filtre. Thomas est devenu tout rouge. « Camille, arrête. » Ce n'est pas. C'est exactement ce que c'est, ai-je répondu. J'ai sorti la dernière page. Pas dramatique, pas explosive, simple. Un graphique chronologique, codé par couleur, soigné, incontestable. Ceci, ai-je dit en le plaçant doucement devant le juge, est l'audit de communication, résumant les mois de manipulation menant à l'audience d'aujourd'hui. Il montre une fausse représentation intentionnelle, une narration coordonnée et des tentatives d'utiliser la pression familiale pour un gain financier. Le silence s'est installé dans la salle comme de la poussière. Puis lentement, le juge s'est reculé. Votre demande de soutien, ont-ils dit en se tournant vers Chloé et Thomas, est rejetée. De plus, ce tribunal est troublé par le schéma de tromperie présenté ici aujourd'hui. Vous pourriez faire l'objet d'un examen plus approfondi pour abus de procédure judiciaire. Maman a haleté. Papa a marmonné quelque chose dans sa barbe. Chloé a agrippé le bras de Thomas. Thomas fixait le sol. Tous les deux semblaient minuscules. Et puis c'est arrivé. L'effondrement, le délitement, la panique qui s'était accumulée derrière leur côte a éclaté, laide et bruyante. Ils ont pâli et puis ils ont crié. Pas des cris de films d'horreur, pas des gémissements dramatiques, juste le bruit d'étouffement désespéré de gens qui comprenaient enfin que la vérité qu'ils avaient enterrée avait des griffes. Et aujourd'hui, elle ripostait. J'ai refermé mon dossier calmement, comme on ferme un chapitre d'un livre qu'on a lu trop de fois. L'huissier a appelé au calme, mais il n'y avait pas de retour au calme. Pas pour eux. Plus maintenant. Je me suis retournée, j'ai lissé mon blazer et je suis sortie de la salle d'audience sans me retourner. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà que l'histoire avait finalement, irrévocablement changé. À l'extérieur du tribunal, l'air semblait différent, plus frais, plus clair, comme si la ville elle-même expirait avec moi. Je ne me suis pas précipitée. Je n'ai pas vérifié si quelqu'un me suivait. Le monde était enfin calme. Derrière moi, je pouvais encore entendre des fragments de voix élevées. Mes parents exigeant des réponses. Chloé sanglotant, Thomas insistant sur le fait que ça ne devait pas se passer comme ça. Mais rien de tout cela ne m'appartenait plus. J'ai descendu les marches lentement, sentant chaque instant se mettre en place. Pas de triomphe, pas de vengeance, juste une libération. Pour la première fois depuis des années, mon corps avait l'impression de m'appartenir entièrement. Mon souffle, mes choix, mon avenir. Mon téléphone a vibré une fois. Un message de maman. On ne savait pas. Je n'ai pas répondu. Certaines vérités n'ont pas besoin de public, et certaines trahisons ne s'effacent pas. Au coin de la rue, j'ai attendu que le feu passe au vert, regardant les feuilles dérivées sur le trottoir.
Je ne m'éloignais pas d'eux. Je revenais vers moi-même. En fin de compte, il ne s'agissait pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me choisir enfin après des années à avoir été effacé de ma propre histoire. Si vous avez déjà dû vous reconstruire après une trahison comme celle-là, vous n'êtes pas seul.